Merci. Bien, donc nous allons aborder cette session de réaction par rapport à nos invités sur ce lien transition et nouveau modèle de développement au modèle économique. Donc nous avons 4 intervenants. Je les présente. Donc, Hugues de Jouvenel, qui est responsable qui est président de Futuride International. Alors après, Pierre Georgini, qui est président recteur de l'Université catholique de Lille, Christian Dutertre, qui est donc professeur émérite à l'Université Paris-Diderot, et Denis Lacroix, qui est responsable de la prospective à l'IFRI. 4 intervenants. Donc je vais leur demander un exercice qui est quand même pas simple, c'est qu'ils ont chacun 15 minutes pour à la fois réagir aux propositions des ateliers et en même temps apporter leur propre réflexion. Ça, c'est une première demande. Et j'aurais aimé, effectivement, dans la mesure du possible, laisser 15 minutes ensuite d'échange avec la salle. Donc, je propose d'intervenir et de commencer par Denis Lacroix. Denis Lacroix, parce que je commence par toi, car je pense que pour aborder ce vaste sujet, il n'est pas inintéressant de partir d'un regard sur des démarches effectuées dans d'autres horizons. D'accord ? Oui. Donc son intervention va se focaliser sur la transition écologique, plus précisément sur les conséquences de la montée du niveau de la mer et ses conséquences sur la reconfiguration des aménagements des bords de mer. Pour cela, il va illustrer son propos par 3, alors est-ce que ça soit 3, il faut voir en fonction du temps, 3 expériences, l'une en Asie, au Vietnam, l'autre en Afrique, en Égypte, et enfin plus proche de nous, en Europe, aux Pays-Bas. Et ce qui est important à travers cet exemple, c'est surtout de voir comment il est possible de penser la résilience avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Alors ça, c'est pour introduire bien sûr ses propres réflexions, mais en fonction de la restriction des ateliers sur le nouveau modèle économique, pour lui, alors ça n'interdit pas bien sûr de réagir sur tout ce que nous a rappelé François fort justement tout à l'heure, je trouve que c'est plutôt, par rapport à ce qu'il peut nous apporter, c'est plutôt la proposition qui porte sur nouveaux modèles de développement selon les contextes territoriaux et surtout la prise en compte des écosystèmes locaux et des atouts des territoires. Voilà. Donc je lui laisse 15 minutes pour réagir. Il n'y a rien de plus, c'est fini. C'est pour ça que je disais que c'était un exercice assez difficile. Je vais essayer de mettre mon grain de sel, hein, donc. Oui, donc, elle est facile à faire, mais je la fais quand même. Le plus sûr moyen d'être ennuyeux, c'est de tout dire, hein, c'est de Churchill, hein, donc je vais essayer d'éviter ça. De toute manière, vu l'ampleur des questions posées en 15 minutes, je pense que bon, c'est comme résumer une thèse de 3 ans en 180 secondes, quoi, donc c'est un exercice assez spécial. Donc en fait, je vais vous donner un peu ma perception, j'ai changé mon angle de vue, donc vue de la mer. Hein, sur l'ensemble de ces problématiques, ça s'écroule, mais c'est pas très grave, j'ai été présenté, donc bon, vous voyez qui je suis. Bon, moi, ça fait, juste pour vous cadrer, ça fait 13 ans que je suis responsable de la prospective à l'IFRAMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Donc, je suis tout seul pour un organisme de 1500 personnes qui s'occupe de l'ensemble des problématiques de sciences marines sur l'ensemble des océans. Donc, vous voyez, je me sens un peu léger quand même, je suis une goutte d'eau, hein, donc voilà. Heureusement, il y a des réseaux, oui, là aussi elle est facile, je suis désolé. Je concentre mon énergie sur le fond, pas sur la forme. Et donc oui, un prospectiviste seul est en mauvaise compagnie, hein, ça faut le dire clairement. Mais on n'est pas un génie tout seul, on est un génie en réseau parce que les autres sont géniaux, hein, et on trouve tous qu'on a de super idées, surtout quand elles sont exprimées différemment de notre propre système de pensée. Donc c'est pas une formule de style, hein, vraiment par les réseaux auxquels j'ai pu participer dès le début, le réseau, la prospective en réseau, Prosper, on a des organismes de la recherche publique française, le réseau SFP bien sûr, hein, ça c'est, bon à 120 on est quand même plus intelligent que tout seul, quoi. Et puis les réseaux d'Allonville, l'Alliance des sciences de l'environnement, le ministère de la Recherche, et on l'est d'autant plus qu'on nous confie un sujet. C'est une collection d'avis personnels, toujours très intéressant, mais
un sujet, ça nous oblige à phosphorer ensemble, à creuser ensemble, à confronter des points de vue, à mettre le système en tension, comme disait Laurent Vermet. Et je pense que ça c'est très important. Hein. Donc, si la vie de l'esprit, c'est le va-et-vient entre le réel et la représentation des réels, nous en plus on rajoute la sophistication de projeter nos représentations du réel dans le futur. Vous voyez, on sophistique le système. On raisonne, je dirais, à 3 dimensions. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est un excellent exercice intellectuel. On est trop souvent, y compris dans des instituts de recherche, confinés à, je dirais, répondre à des questions déjà passablement complexes, mais à un horizon relativement court. Même les ministères aussi, hein, on leur demande de donner la feuille de route, Hein. Donc, d'accord, mais si on raisonne qu'en feuille de route, on ne finit que par répéter constamment les tendances lourdes qu'il y avait au quinquennat précédent. Or, on est dans un monde de rupture, je n'apprends rien, hein, qui êtes tous des prospectivistes, hein, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, exactement qu'est-ce qu'elles vont impacter. Donc vous voyez, on est vraiment dans un monde assez anxiogène, hein, donc un prospectiviste, de toute manière, bon, en général, il a un sommeil agité, hein, parce que bon, on se pose sans arrêt des questions, on est sûr de rien, et même quand on a une tendance lourde, on va tout de suite chercher des ruptures, enfin, il faut une mentalité assez spéciale. Donc sans tomber dans la collapsologie, hein. Je ne crois pas qu'il y ait de collapsologue ici, mais si on est là, c'est parce qu'on a quand même foi en l'humanité, hein. Sinon bon, on serait dans d'autres cercles. Hein. Donc on pense que vraiment on peut s'en sortir, surtout collectivement. Alors les enjeux qu'on a traités, ils sont monumentaux. Hein. Bon, on pourrait dire, en paraphrasant le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur Aristote, en disant s'il n'avait été un génie, il se serait écroulé sous le poids des questions qu'il avait soulevées. Voilà. Et ben, je dirais que les prospectivistes sont comme Aristote finalement. C'est pas raison, enfin je pense que ça me fera plaisir. C'est-à-dire qu'en fait on devrait être écrasé par le poids des questions qu'on soulève. Voilà. Mais en fait on a tous à peu près le sourire, on est content de se revoir et finalement de traiter des questions qui devraient nous faire peur. En fait on a plutôt envie qu'elles se transforment en des choses plutôt positives. Voilà. Donc ça c'est très important, surtout en plus bon, on n'est pas fondamentalement optimiste. Le classement des gens, donnez-moi une tendance, hein, ça va être un peu médian, je fais un point de vue optimiste, un point de vue pessimiste. Donc vous savez, j'enseigne un peu la prospective dans différentes instances, je leur dis c'est le plus mauvais choix, hein, c'est ce système-là. Donc nous on est, je dirais, formatés, construits, on a de l'expérience aussi à travailler dans un large éventail de solutions et face à des problématiques qui sont souvent très complexes. Alors ces problématiques sont si complexes d'ailleurs qu'on ne peut pas en faire l'inventaire exhaustif des variables. On adore ça, vous savez, on construit d'abord un système, voilà, on met un problème, on a la question, le cadre temporel, le cadre spatial, bon, on passe du territorial au mondial, on fait ça d'ailleurs sans arrêt, hein, on est très à l'aise. On paniquerait la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Hein. Et donc, à l'intérieur de ça, on essaie de voir comment, bon, grosso modo, les drivers, hein, ils bougent, puis on les combine, c'est une sorte de kaléidoscope, on se fait une gaussienne des potentialités, bon, bientôt on aura l'intelligence artificielle pour nous faire ça automatiquement, enfin c'est plus amusant avec des êtres vivants, et puis on regarde grosso modo, on étire le système, et puis on regarde quels sont les gros scénarios qui pourraient sortir, et puis on rend ça aux décideurs en espérant qu'ils vont comprendre. Bon. Alors généralement, ils comprennent des trucs, pas souvent ceux qu'on veut transmettre, mais ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'instaurer un dialogue, et petit à petit, donc de créer une dynamique. Alors cette dynamique, elle est intéressante parce que finalement, elle ouvre l'esprit. Or, on a trop souvent tendance à finalement être sur des rails, hein, parce qu'on est dans l'obligation morale, je dirais, de par notre formation, souvent scientifique, mais les économistes aussi ont un peu la même chose, c'est qu'il faut démontrer ce qu'on avance. Or, un prospectiviste, par essence, par nature, il ne démontre pas ce qu'il avance, il projette. Voilà. Donc, je crois qu'on simplifie beaucoup la relation quand on dit, écoutez, je ne peux pas démontrer ce que je veux vous proposer, on va se projeter ensemble. Ce qui est malheureusement à peu près sûr, c'est que dans ce qui va advenir, ça sera dans ce spectre-là. Mésoveché, on rajoute, et encore. Bon. Mais ça, on ne lit pas, sinon on détruit ce qu'on vient de dire. Et donc, on va essayer de créer cet éventail, et ça va vous aider à dilater votre imagination, votre intelligence, et de manière à trouver des solutions, trouver des arguments à vos choix, hein, éclairer la gouvernance, comme on dit. Je crois que c'est déjà une ambition considérable. Alors, le temps est limité, et je voudrais quand même dire quelques petites choses. Ça, c'est le cadrage général. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, extrêmement ambitieux, les territoires du monde, territoire du tout petit, puisqu'on a travaillé sur des îles microscopiques, tout à l'heure en atelier, la Martinique, 1000 km², 300 000 habitants,
on travaille sur la Chine, vous voyez, dans les continents, le monde, etc. Donc là aussi, je pense qu'il faut quand même beaucoup de souplesse intellectuelle pour, sans arrêt, se déplacer sur l'échelle du temps et l'échelle de l'espace. Bref, ce que je voulais dire là, c'est que quand même l'expérience qui est acquise dans notre pays est très intéressante. Nous, la France, on a quand même pas mal de chance, parce qu'on est un pays varié, à peu près au milieu, au point de vue climat, etc. Mais quand on regarde de près pas mal de pays, on regarde le changement climatique, je peux vous dire que là, on peut vraiment avoir des cauchemars la nuit. Hein, donc, mais on n'est pas dans le pays, donc on se réveille le matin, ça va mieux. Donc je prends l'exemple, j'ai pas mal travaillé sur le Vietnam, sur les Pays-Bas, sur l'Égypte, et bon, sur une région française où j'habite, l'Occitanie. Bref, pour vous la faire courte, parce que je n'ai pas le temps de détailler, j'ai préparé 20 diapos, mais je n'ai pas le droit de diapos. Donc finalement, je ferai ça en live et en oral. Donc finalement, c'est pour dire que nous, on est plutôt bien lotis, parce qu'on a des côtes rocheuses, on a des montagnes, etc. On a des régions qui sont peu vulnérables, la Bretagne, la Corse, la Provence, mais juste à côté, vous voyez des régions très vulnérables, comme l'Aquitaine, hein, la Nouvelle-Aquitaine, surtout qui remonte avec les Poitou-Charentes, et puis, bon, l'Occitanie, bien sûr, etc. Mais il y a des pays où c'est franchement inquiétant. J'ai fait une mission d'études avec un certain nombre de collègues aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ben, ça ne s'invente pas, un nom pareil. Hein. Bon, point bas des Pays-Bas, moins 7 mètres. Donc, pour vous donner juste un ordre de grandeur, budget des Pays-Bas pour s'occuper des inondations et de la submersion, 7 milliards par an. Bon, on aimerait bien les avoir, hein. Donc, 7 milliards. Alors, je pose la question, mais quoi contre la mer 700 millions. Ah bon? Et le reste, c'est quoi? Ben, le reste, c'est pour nous protéger de l'eau douce. Ah bon? Ils craignent plus les inondations que la montée du niveau de la mer. Et pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les eaux du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, et qu'en fin d'hiver, c'est 24 000 mètres cubes par seconde. Ah, on le met où? Parce qu'entre-temps, la mer monte, évidemment, comme une dépression. Donc, comme l'eau arrive, elle ne peut pas s'évacuer puisqu'il n'y a pas de point bas. Donc, c'est difficile à concevoir. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de point bas, donc le fleuve reste là où ils sont, enfin, les fleuves restent. Et donc, on va ici les Pays-Bas. Donc, ils ont des pompes partout, le modèle hollandais, on voit tout de suite un moulin qui tourne. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est des grosses pompes. Ils ont même des protections contre la mer, etc. Mais on ne peut pas se protéger contre la mer, sinon on retient l'eau. Oui, c'est un dilemme épouvantable. Hein. C'est le tonneau des Danaïdes, mais qui se remplit des deux côtés. Hein. Donc, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et du coup, ils sont en train de réfléchir à un repli stratégique. Les Pays-Bas. Ouais, nous, en comparaison, c'est de la petite guerre. Hein. Excusez-moi encore, et donc, ils s'envisagent d'évacuer Rotterdam. Voilà. Rotterdam, premier port d'Europe. Bon. Et qui va grossir en puissance avec l'ouverture de la route arctique au nord de l'Arctique, mais ça vous le savez déjà, donc je ne développe pas. Donc ça c'est le cas des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas très grave parce qu'ils sont riches. Quand on est riche, on peut tout résoudre. Donc ils se replieront en Belgique, dans le sud-est de la France, ils le font déjà d'ailleurs, hein, en Allemagne. Quand on est riche, on peut tout faire. Non, ils sont les bienvenus d'ailleurs en Occitanie où nous avons à préparer le repli stratégique. Le Vietnam, ça c'est beaucoup moins drôle le Vietnam, parce que le Vietnam c'est 100 millions de personnes, bon, les Hollandais c'est 10 millions, et puis la population se concentre sur le bord de la côte. Je ne sais pas si vous êtes allé au Vietnam, mais bon, grosso modo c'est deux gros deltas, le fleuve Rouge avec Hanoï au nord, et le Mekong au sud avec Ho Chi Minh Ville, etc. Et surtout ils font les 2 tiers du riz là-dedans, le riz et les protéines, notamment la crevette, hein, et l'aquaculture. Le problème, c'est que non seulement la mer monte, mais le delta descend. Et le delta descend pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Pourquoi? Parce que le Mekong, il y a de moins en moins d'eau, il y a des barrages, 19 barrages aujourd'hui, et chaque pays en amont pompe. On va commencer par les Chinois, qui ne s'entendent pas avec les Vietnamiens, ça vous le saviez. Ensuite, le Laos, le Cambodge, j'ai oublié la Thaïlande, voilà. Et tout le monde pompe. Résultat, le fleuve descend, la nappe phréatique descend. Comme le delta il est posé sur un matelas d'argile gonflante, ben, il dégonfle, il descend. Et il descend à vitesse grand V. Il descend à peu près, bon, vous savez que la montée du niveau de la mer, c'est à peu près 3,3 mm par an, c'est-à-dire 33 cm théoriquement à la fin de l'année. En fait, ça s'accélère. Oui, ça augmente. Oui, ça sera beaucoup plus. Il y en a qui suivent. Donc, mais là, ça descend. Là, ça descend. Nuance. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Et ça représente à peu près 1,5 cm par an. Voilà, faites calcul, 1,50 m. Voilà. Or, comme en plus le montée du niveau de la mer s'accélère, eux, ils seront en avance de phase du reste de l'humanité d'ici 10-15 ans. Et les Vietnamiens, ils vont aller où? Hein, parce qu'après, c'est des montagnes. Les voisins, c'est le Cambodge, qui sont exactement dans la même situation. D'accord? Après, c'est la Thaïlande. Bangkok est déjà sous le niveau de la mer. Il y a des barrages entre la mer et l'arrivée de la Chao Phraya. Donc vous voyez, c'est pas terrible les voisins. Vous voyez?
Je m'en doutais. Bon, vous voulez que je réponde à la question, c'est ça, mais moi je peux pas prendre. On me donne, t'as 3 exemples à donner, t'as traité les. Bon, j'attendrai les questions. Alors, je termine quand même ce que je voulais dire. On est donc, il y a des pays dans lesquels il y aura des problèmes aigus. C'est ça qui est important à voir. Nous, je vous dis pour l'instant, c'est assez confortable de parler en Europe. On est riche, on a des systèmes technologiques, on a des systèmes de modélisation, on a des capteurs partout, on a des satellites. Quand on est riche, on peut s'adapter, d'accord? Mais quand on est pauvre, on n'a pas le moyen de s'adapter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces pays vont dire aux Nations Unies, écoutez, nous, ça monte parce qu'il y a les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est le CO2 des pays de l'OCDE, pour faire simple, ils ont raison. Les plus grands pollueurs, c'est pas nous, c'est les pays, anciennement les gros industriels. Donc vous avez, vous, en tant que responsabilité morale, Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez à prendre en charge ce type de problème. On va où? Bon, alors on aura à traiter ce problème-là. Pas aujourd'hui, demain. Demain, c'est-à-dire dans 10 ans, quoi. Et ce sera légitime. Alors l'estimation varie de 50 millions à 350 millions, c'est pas très pertinent de faire de la précision là-dessus. De toute manière, ça sera des dizaines de millions de personnes qui seront légitimement à recaler. Alors on va tous penser évidemment aux copains, hein, c'est une note qui m'a backyard. On va dire aux Australiens, vous ne pourriez pas prendre les Vietnamiens, parce que bon voilà, vous êtes tout près, c'est en face, c'est grand l'Australie, bon, et ainsi de suite. Le Canada, bon, nous les enverrons en Guyane, parce qu'en Guyane, il y a de la place. Hein. La Guyane, je vous signale aussi qu'on les a inondés. Bref, donc on va jouer aux chaises musicales pour savoir où on recasse des millions de personnes. On aura d'ailleurs des voisins d'en face qui seront aussi intéressés, c'est les Égyptiens. Pensez que tous les deltas sont vulnérables, tous. Hein, alors on pense tous à Venise, hein, le delta du Pô. Qu'est-ce qu'on va faire de Venise? Alors Venise, c'est pas de problème, je vous l'ai dit, quand on a de l'argent, il y a des solutions. On scindra Venise d'une muraille, on mettra des pompes, et puis, parce qu'un joyau pareil qui rapporte des dizaines de milliards par an, ben on le protège, on a les moyens. Mais bon, les villes à côté, qui n'intéressent personne, elles sont sous l'eau. Et ça, on s'en fout un peu, on analysera les différentes industries. Ça, c'est la réalité. Donc, là où il y a vraiment des enjeux considérables, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, des problèmes des enjeux économiques, des enjeux de sécurité alimentaire. Alors, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Allez, après cette avalanche de mauvaises nouvelles, il me reste quelques minutes pour le faire, avant la conclusion qui durera 1 minute, je vous la donne quand même. J'ai travaillé en Égypte. En Égypte, même catastrophe. Hein. Il n'y a que 4% du débit du Nil qui rentre dans le pays, qui sort à la mer. 4%. Et ça va s'aggraver parce que l'Éthiopie, comme vous savez, a fait un barrage, la Renaissance, ils vont pomper 20% du débit d'origine du Nil. Vous voyez, si on échappe à une guerre de l'eau, on sera content. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils se sont dit, mais on ne va pas lutter contre le fait que le delta descend et qu'on a de moins en moins d'eau douce. Donc l'eau douce ne pousse plus la mer. C'est la mer qui rentre. La mer rentre. On fait des barrages dans le bas des États-Unis pour empêcher la mer de rentrer. Sauf que la mer, elle s'en fout pas mal des barrages. Elle passe en dessous. Elle pollue les nappes phréatiques. Elle salinise les nappes phréatiques. Donc voilà, vous avez un puits où vous faisiez du riz, mettez le puits, crac, il fait 4 pour 1000. 10 pour 1000. Au-dessus de 4 pour 1000, le riz ne pousse plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Idée de génie des Égyptiens, on transforme les rizicultures en bassins d'aquaculture. On récupère des juvéniles là où on peut en trouver, du bar, de la dorade, des crevettes, du mulet, du tilapia, tout ce que vous pouvez trouver, qui tolèrent à peu près bien des faibles salinités, et on les colle dans les bassins. Ils n'ont même pas de quoi leur donner à bouffer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des poteaux en bois, parce qu'ils avaient une méiofaune qui se colle dessus, et les animaux viennent brouter ces poteaux. Hallucinant. Ils disent, mais c'est un truc comme ça ne peut pas marcher. Si, ça marche, ça s'appelle le OSHA. Et ça marche très bien. Résultat, ils sont passés de 100 000 tonnes d'aquaculture à 1 400 000 tonnes. Devenus, ils sont rentrés dans le top 10 des productions d'aquaculture du monde, pays d'Afrique. Sauf que, n'oubliez pas, ils sont 100 millions, plus 1 million tous les 9 mois. 1 million tous les 9 mois. On aurait ça en France, on ne saura pas quoi en faire, hein, donc ça va être compliqué. Hein. Eh bien, ils font ça, alors qu'ils ont juste un petit delta et des villes déjà surpeuplées. Donc, ils ont, mais par contre, la sécurité alimentaire a augmenté, parce que la consommation moyenne de protéines, de produits aquatiques est passée de 10 kg en moyenne, c'est la moitié de la moyenne mondiale, à plus de 20 kg, c'est-à-dire qu'ils ont des protéines de très bonne qualité et à très peu cher. Donc, ils ont transformé un inconvénient en atout. Oui, il n'y a pas que des catastrophes à venir, hein, il y a des opportunités. Voilà. Je vais terminer sur une note positive, en disant quand même que on avait une responsabilité un peu morale, quand même. Non seulement morale, mais qui dit morale dit tout. Parce qu'en fait, on a parlé d'éthique tout à l'heure rapidement, mais il y a quelque chose qu'on a effleuré, mais à peine. L'éthique se réfère à des valeurs. Mais lesquelles?
elles n'ont rien à voir entre l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, hein, pour faire simple. Donc la question des valeurs se posera tôt ou tard. Quelles sont les valeurs universelles sur lesquelles on peut construire une éthique d'une écologie intégrale, pour faire simple. Voilà, donc je termine par cette question ouverte, et non pas par une affirmation, en disant qu'aujourd'hui il y a plus de menaces et d'opportunités, mais nous avons collectivement la possibilité d'inverser cette proportion. Merci beaucoup, Denis. Alors, avant d'introduire Pierre Georgiou et son propos, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, et ça n'a pas encore été dit ce matin, c'est que ce soit cette démarche de prise de conscience de ce qui est en train de se jouer pour aller vers une nouvelle humanité qui sera complètement différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est aussi quand même la prise de décision. Et surtout le courage d'une prise de décision politique. Ces trois exemples le montrent en tout cas. Même si finalement, on n'a peut-être pas toujours les moyens pour le faire. Mais au moins, on a décidé. Et quand, tout à l'heure, enfin plutôt en introduction, Jacques disait on n'a plus que 10 ans pour éventuellement renverser, j'en suis même pas sûre, c'est un autre débat, mais il faut effectivement prendre des décisions, et puis surtout, ces décisions, une fois qu'elles sont prises, ne pas les remettre en cause. Et là, on voit bien, en tout cas, les choix qui ont été faits au niveau mondial, et comment, avec de nouveaux gouvernements, on a remis complètement en cause les engagements du propre pays. Donc, je m'arrête là, parce que sinon, les pauvres, vous n'avez plus le temps de parler. Pour Pierre, alors, lui, Pierre, je lui ai demandé de focaliser son propos sur, alors, c'est encore une difficulté, sur 2 champs d'action, si je puis dire. Le premier, c'est de voir en quoi une université, qui représente le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'insère dans un projet d'un territoire qui est la région Hauts-de-France, et notamment sur ce grand projet de nouveau rapport au développement qui est REV 3, qui a été introduit par Jérémy Rifkin, mais qui a été surtout porté par la région, et comment l'université a pu effectivement apporter aussi sa façon de voir les choses. Ça, c'est la première demande. Et la deuxième, c'est aussi d'insister sur son projet de gouvernance de l'université qui est centré sur un nouveau modèle de l'apprenant qui devient partenaire à part entière de son processus pédagogique et qui finalement va aussi orienter les choix qu'il a à faire par rapport à son devenir en tant que génération future qui sera encore plus concernée que nous en tout cas. Et du coup, par rapport à ce qui a été dit dans la restitution des ateliers, notamment sur passer d'un nouveau modèle, alors, il est vrai que quand j'étais au CPE, au Centre de prospective et d'études avec Thierry Baudin, j'ai travaillé avec Pierre Caspar sur ce qu'on appelait l'investissement dans l'intelligence. Quand j'entends ce matin ou cet après-midi par François en restitution dire il faut pas simplement se focaliser sur un modèle de développement matériel et développer l'immatériel, je me dis mais en prospective, parfois on arrive trop tôt parce qu'on met en avant des réflexions, puis en fait on s'aperçoit que 20 ans ou 25 ans après on les retrouve. Donc je dis que finalement il faut passer peut-être à un nouveau modèle de croissance endogène et non pas exogène. Ça, je ferme la parenthèse. Et donc du coup, tous les échanges que vous avez eus, en tout cas au niveau du public, sur ce rapport, sur ce rôle fondamental de l'éducation pris dans son acception très large. Ce n'est pas simplement le système éducatif, c'est aussi comment l'ensemble des acteurs qui composent une société peuvent sensibiliser à ce qui est en train de se jouer. Je trouve que, et moi je suis venue effectivement dans le cadre d'un séminaire à l'université de Cato et j'étais passionnée par ce qu'ils nous présentaient. Voilà. Ça va ? Un quart d'heure. Non, c'est pas un drame si je fais moins. Peut-être en premier, au travers de l'infinie complexité de ce que j'ai pu entendre, mais on sait qu'aujourd'hui on est dans la complexité, mais peut-être sur les derniers points, en t'entendant, et on s'entend souvent, je me disais, je me vois bien en tant que président de l'université accueillir alors la Cato c'est 32 000 étudiants, mais c'est aussi 1000 lits d'hospitalisation, 800 lits de personnes dépendantes, 2 quartiers de ville, éco-quartiers expérimentaux. Bon. Et je me voyais bien introduire en disant, écoutez, de toute façon,
vous avez un gros projet ambitieux pour l'avenir, c'est d'essayer de faire que ça ne soit pas quand même 7 milliards de morts. Peut-être c'est de réduire de 2 ou 3. Tout est foutu, enfin, dès qu'on extrapole les courbes dans une prospective un peu déterministe. Et puis de leur dire, et d'ailleurs en tant que président, je vous en redonne de l'enthousiasme. Ça va être compliqué. Sauf qu'à la limite, c'est presque un paradoxe que je sois devant vous aujourd'hui. Parce que je le dis souvent, et c'est plus qu'une boutade, hein, je fais partie de... Je suis vraiment un grand nom de la prospective française, puisque j'avais prévu le succès du Minitel et l'échec d'Internet. Au début des années 80. J'étais à France Télécom. Donc ça doit vous amener à vous interroger sur les capacités prospectives et exercer une légitime méfiance sur ce que je pourrais vous dire. Alors tout ça bout à bout, c'est pas une anecdote seulement, tout ça m'a appris d'une part à, comme disait Michel Serres devant les collapsologues, à quoi ça sert déjà. Et puis en même temps, la crise que nous traversons, ce sera d'ailleurs le titre de mon prochain ouvrage, je pense que nous traversons la crise de la joie en fait. Et que cette crise de la joie est une chance. Et tel que je rebondirai sur un ou deux trucs que j'ai pu entendre, sur notamment le et le ou, etc. Parce que moi je suis pas d'accord, enfin tu dis l'éthique, il y a des éthiques, d'abord l'éthique c'est pas la morale. Hein. L'éthique c'est la mise en conférence des points de vue moraux dans une situation donnée déjà. Hein. Et moi je crois pas à l'état de nature. Hein. Franchement je suis catholique évidemment, parce que c'est marqué sur ma carte de visite et plus que ça, mais en même temps je crois pas à l'état de nature, c'est une ânerie l'état de nature. Même les prêtres se rasent, je veux dire, donc ils touchent à leur état de nature. Donc par contre, je crois à une espèce d'aspiration primordiale, alors peu importe si elle est née dans l'immanence des interactions de l'évolution, ou si moi, chrétien, je pense qu'elle se niche dans une transcendance. On ne va pas passer un débat là-dessus, mais en tous les cas, il y a une aspiration primordiale, un peu comme l'homme qui, probablement depuis des millions d'années, lorsqu'il fait chaud et qu'il croise un fruit mûr, sucré, etc., a d'abord eu le besoin, puis ensuite le désir de croquer dedans. Voilà. Je pense, comme pensaient beaucoup les philosophes, alors on dit dans la culture occidentale, mais je pense que c'est pas vrai, pas seulement, il y a une aspiration fondamentale au vrai, au beau, au juste, au bien. C'est-à-dire que même deux Chinois qui s'aiment, homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, qui se tiennent la main avec un vrai amour et qui regardent un coucher de soleil au-dessus de la montagne, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y en ait un qui dise à l'autre « Putain, qu'est-ce que c'est moche hein. ». Donc je pense qu'il y a quelques aspirations primordiales. Et que la crise de la joie, et je te rassure, hein, je vais en venir à la catho, mais moi j'aime bien commencer par ce qu'ils font, que par... Et je pense que la crise de la joie qu'on voit chez les jeunes, parce que, alors les jeunes ça veut rien dire, mais enfin, depuis 5-6 ans, moi qui essaye de... J'ai 66 ans, c'est un vrai bonheur de finir sa carrière au milieu de la jeunesse. C'est des jeunes d'abord qui veulent en découdre avec ces questions, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et deuxièmement, qui du coup sont beaucoup repliés dans l'ici et maintenant. Parce que la vraie question, c'est de réinventer la relation entre l'ici et partout, c'est-à-dire entre la localité et la globalité, et puis de réinventer la relation entre le maintenant et toujours, aussi bien dans l'histoire, on ne vient pas de nulle part, et puis dans le futur, hein, le pape dit le temps est plus important que l'espace. Et dès qu'on se met dans cette interrogation, on le voit dès que tu parles de prospective temporelle au Vietnam ou ailleurs, on peut tomber rapidement dans une forme de désespérance. Mon deuxième mandat sur lequel j'ai été élu, à 100% d'ailleurs, hein, parce que c'est le point commun que nous avons nous les catholiques avec les communistes, il n'y a qu'un seul candidat, et j'ai été élu sur un programme qui s'appelle Osons l'espérance. Et si je me présentais sur un prochain mandat, ce qui ne sera pas le cas, parce que je ne peux pas finir la présidence en déambulateur, je mettrais Osons la joie. Parce que c'est la question clé. C'est-à-dire que je pense que la crise de la joie, qui est cette crise du discernement du bien agir ici et maintenant, quand je l'interpelle à la lumière du partout et toujours. C'est là où il y a une rupture. Et j'ai entendu le mot inconnu, mais non, ça fait longtemps qu'on sait que le futur, par définition, est inconnu. Enfin, on essaie de le prévoir dans ce qu'on appelle l'extrapolation des courbes, ce que font les collapsologues, mais entre parenthèses. Sauf que si on creuse un peu d'un point de vue épistémologique, ce que j'ai fait pour mon prochain livre, la notion de la complexité, que ce soit d'ailleurs dans la structure nanométrique de la matière,
avec l'imprédictibilité qui est inhérente à la physique quantique, mais jusqu'aux parties les plus élaborées de la complexité elle est soumise à la sensibilité aux états initiaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet papillon, les disruptions, les attracteurs étranges, les phénomènes de chaos, etc. Donc, quand on projette des cours pour montrer que, ah zut, tiens, ces ballots, elles se croisent toutes à 2050, ça donne ma fille enceinte de 4 mois qui arrive chez moi en larmes en disant « Papa, tu connais Pablo Servigne, j'ai fait l'erreur de ma vie en attendant un enfant ». Quand on commence à en arriver là, on repose la question de Michel Serres, à quoi ça sert? Alors tout ça m'amène à arriver à la tête de la Cato, enfin, en tous les cas comme président-recteur, et puis au fond de poser cette question, qu'est-ce qui légitimera le lieu universitaire et qui pourrait le rendre joyeux demain? Et en quoi cette crise de la joie peut être une formidable opportunité de reconstruire ici et maintenant un devenir qui se reconnecte différemment au partout et toujours. Voilà. Ça donne des centaines d'étudiants dans des ateliers, 400 enseignants-chercheurs qui posent cette question. Parce que ce que nous vivons, et c'était le thème de mon 3e livre avec Jacques Arène, le psychanalyste, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des lieux. Et je pense au crépuscule des lieux montre à quel point le fait que nous ne plongeons pas dans l'inconnu, mais je n'ai pas fini ma phrase, moi je pense que nous n'entrons pas dans l'inconnu, nous entrons dans l'inconnaissable. C'est-à-dire que les modèles mentaux qui ont structuré les savoirs, je ne parle pas là, je suis d'accord sur la différence entre savoir et savoir scientifique, mais qui ont structuré les savoirs, nos modèles mentaux, les paradigmes, aujourd'hui sont en bouleversement, on a peine à penser ce qui est en train d'advenir. Et pour m'être plongé vraiment profondément pour mon 4e ouvrage dans la question des technosciences, notamment de l'intelligence artificielle, etc., mais on est au tout début de la révolution technologique qui est en train de se présenter à nous. On continue de la penser avec les modèles d'hier. On est sur un changement de paradigme absolument profond. Donc on rentre dans l'inconnaissable. Comment vous éduquez à l'inconnaissable? Et donc on a posé cette question. Qu'est-ce qui légitimera le lieu universitaire? Le lieu universitaire est en cours de déconstruction, comme tous les lieux. On a travaillé sur énormément de lieux. Le lieu de l'entreprise, le lieu de la socialisation, même le lieu de l'origine. Je rappelle que l'ocus en génétique, c'est le lieu du gène qui structure une caractéristique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a qu'à lire Jacques Testard ou bien d'autres, le lieu de l'origine est en train d'être complètement déconstruit. Et je ne parle pas de détruit, c'est un jugement de valeur, déconstruit. Le lieu des proximités signifiantes, nous dit l'anthropologue Alain de Vulpian, etc., etc. Et donc tous ces lieux sont en déconstruction. Alors est-ce que c'est un drame? Probablement, ça sera des drames, parce que l'histoire récente nous a appris que nous a fait croire que l'histoire pourrait être finie. Et ça aussi qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, on avait fait le deuil du malheur. En gros, on disait, bon, le mur de Berlin est tombé, on n'a pas connu de guerre, on est en train de réduire la pauvreté, ce qui est vrai, on est en train de réduire la violence, ce qui est vrai aussi dans un certain nombre de statistiques, etc. Il suffit que l'histoire continue, et puis tout ça va bien se passer. Sauf que c'est une vue de l'esprit, c'est une représentation symbolique qui ne correspond pas à la réalité. Donc des effondrements, il y en aura, bien sûr, mais je m'excuse, mais le massacre des Juifs en Deuxième Guerre, les femmes qui mouraient en couche, les enfants, la mort des bébés, etc. Donc c'est pas si loin que ça, on a juste oublié. On a cru que donc, des effondrements, il y en aura. Mais c'est l'histoire du vivant. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire du vivant, et je reviendrai sur le et le où, il y a une femme que j'aime beaucoup, qui est une amie, qui s'appelle Mireille Delmas-Marty, qui a écrit un livre qui s'appelle Aux 4 vents du monde. Je reviendrai juste après. C'est l'histoire du vivant, c'est quoi? C'est une force d'altération, d'innovation qui n'a cessé de s'opposer en quelque sorte à une force de conservation. Mais les deux sont indispensables. Il faut qu'il y ait altération pour qu'il y ait conservation. Donc les crises en même temps nous amènent, cette crise de la joie nous amène à vouloir reconstruire des lieux qui soient des lieux espérants, des lieux de joie. Et ben, c'est ça qu'on a fait tout simplement, et je vais en venir à la Cato, parce que si vous voulez savoir ce qu'on a fait, vous venez, on est toujours très bien accueillis à la Cato, tu peux en parler Christine, vous allez sur internet, bon, ce serait trop long d'écrire tout ce qu'on fait. Mais c'est 300 millions d'euros d'investissement quand même, donc la métamorphose de l'université, c'est pas rien, mais c'est centré essentiellement sur, premièrement l'expérience, deuxièmement l'expérience, troisièmement l'expérience. C'est-à-dire que quand on a fait travailler les chercheurs, les jeunes étudiants, qu'est-ce qui peut légitimer le lieu universitaire? Parce que cette espèce de colocalisation, comme la tragédie classique, de temps de lieu d'action, est-ce qu'elle a un sens demain? Le serious gaming, le learning, l'apprentissage à distance, etc. Tout ça
peut amener à déconstruire complètement le lieu universitaire. Il y a même 2 cabinets américains qui ont prévu la fin des universités en 2040. J'aurais d'ailleurs écrit en disant que ça sera en juin ou en juillet pour qu'on ait le temps de se préparer, etc. Comme pour les collapsologues, j'ai demandé si ce sera en juin ou en juillet 2050, parce qu'en tant que chrétien, j'aimerais quand même me préparer au grand effondrement. Donc on voit bien que la question de poser la légitimité du lieu, qui en même temps poser la question de la joie, c'est de dire qu'est-ce qui est légitime le lieu et qu'est-ce qui est sorti. Eh bien, comment ici et maintenant, dans un terrain où nous pouvons prendre plus de risques, parce que la base de l'université, c'est un lieu de risque, c'est un lieu d'essai-erreur, c'est un lieu de réussite et d'échec, c'est un lieu collectif. Comment on fait de cet espace un lieu de confrontation à l'expérience, où ici et maintenant, on veut discerner le bien agir pour construire en marchant ce futur. Du coup, on fait de la prospective. Mais on fait de la prospective au sens que non seulement on va au-devant des futurs souhaitables, mais en même temps qu'on les rêve, ou en tous les cas qu'on les imagine, on les construit. Et donc c'est mettre les étudiants dans cette dynamique, c'est une révolution, les chercheurs, c'est une révolution fondamentale qu'on conduit. Alors, si j'avais le temps, je vous expliquerais ce qui marche pas, tout n'est pas formidable, Jean-Éric connaît bien tout ce qui se fait là-bas. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça produit de la joie. C'est-à-dire l'idée qu'ici et maintenant, dans ces localités, et pas localité au sens enfermement, communautarisme, localité ouverte, connectée, qui apprend du monde et qui apprend au monde, comment, dans cette action, dans ce que vous appelez les acteurs agissants, on apprend, c'est-à-dire on devient université, et mon rêve avant de quitter, et ça ne va pas tarder, c'est de changer le SNC, université, cité de l'universel, c'est-à-dire une cité apprenante, où les étudiants, les chercheurs, les entreprises, les habitants viennent ici et maintenant pour construire, et font en marchant, tout en restant en permanence connectés dans le temps, le toujours, et dans la globalité, ce qu'on va appeler la globalité. Voilà, donc ce qu'on essaye de faire, avec des réussites, des échecs, y compris sur la solidarité, aller voir l'humanicité, faire vivre ensemble de 5000 personnes, 2500 personnes handicapées, mentales, sociales, physiques, avec 2500 personnes comme vous et moi, et des chercheurs qui travaillent au milieu, qui ont enfin compris qu'il faut qu'on arrête de faire de la recherche sur, mais qu'on se mette à faire de la recherche avec. Voilà, merci. Bien, merci Pierre. Ce que je retiens en 2 mots de ce propos, je trouve que ce qui est intéressant, c'est premièrement, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, de réintroduire finalement, de sortir de la désespérance. Je trouve que ça, c'est une note positive qu'on n'a malheureusement pas toujours en écho, et que d'une certaine manière, eh bien, on doit travailler sur de nouveaux imaginaires, de nouvelles constructions à faire pour arriver effectivement à penser cette société en émergence. C'est bien ça. Et deuxième mot, derrière ça, c'est la notion d'expérience. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir quelque part quelqu'un qui arrive du monde académique, entre guillemets, ou supérieur si on veut, du monde de la pensée, c'est de pouvoir effectivement réconcilier la pensée et l'action. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fort intéressant. Alors maintenant, je donne la parole à Christian. Du coup, alors, je m'aperçois que je ne respecte pas toujours ce qu'on entend, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, on a introduit. Exactement. Alors en plus, chacun, vous avez vu qu'ils ont aussi ouvert, alors vous voulez le faire à la fin, mais c'est pas grave, il faut apprendre à s'adapter, c'est qu'à le dire. Ils ont ouvert aussi leur propre regard sur la prospective. Et je m'aperçois que c'est un objet un peu pas facile à identifier. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc Christian maintenant, alors je lui ai demandé, puisqu'on était sur ces nouveaux modèles de développement, de focaliser son propos sur à la fois, puisque vous savez tous que c'est un des penseurs clés de l'économie de la fonctionnalité, mais plutôt de repartir dans un premier temps pour mettre en évidence l'impasse dans laquelle se trouve le modèle industriel contemporain, pour pouvoir en arriver effectivement à mettre en évidence son nouveau modèle de développement. Je crois que quelqu'un tout à l'heure dans la salle avait dit, mais finalement, on n'est pas trop sorti de ce modèle de développement de la croissance toujours plus et du capitalisme. Et surtout, en essayant dans un premier temps dans son propos, de plutôt, d'être pas trop conceptuel, l'objet, mais plutôt d'illustrer, notamment par des expériences sur les territoires qui croisent finalement des collectivités territoriales et des entreprises qui se repensent. Voilà. Merci Christine. Alors, comme vous avez vu, je ne suis pas forcément exactement la
trajectoire prévue. Bon, malgré tout, c'est peut-être plus facile aussi pour moi, parce que je suis interrogé dans mon domaine normalement de compétences, qui est l'économie, parce que je suis un économiste. Et donc, Parlez près du voilà, et donc, c'est peut-être un passage comme ça, un peu rapide. Quand même, parce que tu me demandais aussi de préciser quelques points d'écart ou pas vis-à-vis du compte rendu des ateliers, je vais le faire en même temps. Je vais le faire en même temps. Si vous voulez, je vais d'abord développer un point de vue critique, pour ensuite revenir sur des éléments que je trouve positifs dans des expériences qui se développent à l'heure actuelle. Et vous voyez, je pense que les propos que nous avons eus ce matin, voire même cet après-midi, sont encore trop généraux sur la façon dont nous critiquons le modèle économique dominant. Il y a un risque de rester dans des généralités, parce que ce risque, je crois qu'on est d'accord, ou en tout cas de ne pas arriver à clarifier nos désaccords pour aller dans des actions en toute clarté, ou en tout cas avec le maximum de chances de progresser. Et je vais juste prendre que ça, 2 ou 3 choses pour illustrer. Vous voyez, tout à l'heure, dans le compte-rendu, notre ami a fait sur le premier point en disant le nouveau modèle économique va être fondé non pas sur les ressources naturelles, mais sur les ressources intellectuelles. Alors, est-ce que c'est nouveau d'abord? C'est pas très nouveau, franchement. Franchement, c'est quand même pas ultra nouveau. D'autre part, ces ressources intellectuelles, on ne les qualifie pas. Les ressources intellectuelles ont été mobilisées dans tout le processus industriel, depuis l'époque des Lumières. Pour pouvoir rentrer dans la dynamique industrielle, on s'est intéressé avec des investissements extrêmement importants dans le domaine des connaissances. Mais qu'est-ce celles qui ont été le plus en pointe, en physique, en chimie, en biologie, il y a toutes les sciences expérimentales et les sciences exactes qui ont été le ressort ensuite de la R&D et ensuite le développement industriel. Donc, parler de ressources intellectuelles qui n'auraient pas été mobilisées jusqu'à maintenant, c'est insuffisant. En même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose de vrai. C'est pas complètement... Qu'est-ce qui est vrai? C'est vrai, il nous manque beaucoup d'autres ressources intellectuelles qui va permettre de réfléchir toute la dimension, cette fois-ci, immatérielle de nos sociétés. C'est-à-dire toutes les questions qui vont porter sur les compétences, ce n'est pas exactement la même chose que les qualifications. Christophe, vous aurez partagé ce que vous voulez avec moi. Sur la question de la confiance, qu'on mobilise dans les actions. Sur la question de la pertinence, des orientations, des trajectoires. Et puis sur la question de la santé, cette santé qui n'est pas seulement une santé physiologique, qui est en même temps une santé mentale, qui est à la base de la créativité, de l'innovation, au sens fort du terme. Comme vous êtes les pieds en dedans déprimés, c'est pas très facile d'être créatif. Lorsque vous êtes dans un contexte porteur, qui vous reconnaît, vous avez un élan qui vous permet d'envisager des choses qui, à l'origine, vous auraient apparu complètement incongrues. En d'autres termes, la capacité d'affranchir, en particulier dans une démarche prospective, des choses en partie inenvisageables, suppose des groupes de travail, des groupes de collectifs qui ont confiance en eux et qui relèvent d'une santé à la fois individuelle et collective mentale. Ces questions sont des questions là nouvelles. Ces ressources immatérielles sont des ressources stratégiques nouvelles sur lesquelles là nous manquons de pensée. Là nous manquons de cadre de référence. Là nous manquons effectivement d'apport de savoir, avec la très juste distinction qu'a introduit Henri Jacquot tout à l'heure en disant faites attention, le savoir il n'est pas qu'académique. Et encore, je vais vous le dire, de mon point de vue, il n'est surtout pas académique. Surtout dans les domaines qui sont ceux des sciences sociales et des sciences humaines. Parce que dans ces domaines-là, l'expérience précède la connaissance. L'expérience précède la connaissance. En notre université, qu'elle soit catholique ou pas, mais j'étais hier chez vous. Ouais, j'étais hier chez vous avec votre ami. Ah, on l'a pas dit. Avec Benoît Bourrel. Et j'ai fait la visite que vous avez été faire. Excellente visite, délicieusement, une discussion extrêmement intéressante. Et si vous voulez, on voit bien qu'on a besoin de formes de pensée nouvelles qui relèvent de dimensions relationnelles, les conditions dans lesquelles les étudiants sont mobilisés sur la transition énergétique, c'est très intéressant. Les conditions dans lesquelles les chercheurs changent de métier en faisant de la dimension académique de leur recherche une dimension secondaire, en se mettant au service de projets. Ces inversions-là, ce sont des choses capitales pour pouvoir
aller dans le sens que nous recherchons ensemble, il lui manque ici de penser. Mais ça, c'est des formes, si vous voulez, de rapport aux créations du savoir et des productions de savoir qui sont à renouveler. Troisième petite chose, vous avez indiqué tout à l'heure dans le modèle économique que vous souhaitiez, et s'approprier les démarches industrielles. Bon. Quelqu'un comme moi, quand j'entends, ils sont au plafond. Ils sont au plafond parce que c'est justement les dynamiques industrielles et les logiques industrielles qui font que nous sommes dans la situation que nous connaissons maintenant. C'est les processus d'industrialisation, de normalisation, de recherche de rentabilité des organisations sur la base des échelles, des volumes, vendre plus, produire plus, dans des logiques qui, à travers ces économies d'échelle, permettent de gagner en productivité. Ce sont ces ressorts fondamentaux de l'économie qui sont contestables. Et qu'il faut contester surtout, pour essayer d'inventer une nouvelle orientation économique qui sorte des processus d'industrialisation. L'industrialisation de l'agriculture aujourd'hui, elle est catastrophique. Et malheureusement pour nos amis égyptiens, ce que j'ai entendu dire, là que je ne connaissais pas du tout, vraiment j'ai adoré ton propos, parce que c'était pour moi extrêmement décapant de me faire réfléchir à plein de choses nouvelles, donc merci. En tout cas, par contre, je suis un peu plus inquiet pour nos amis égyptiens qui construisent leur orientation économique vers une industrialisation de la sylviculture dans le delta. Parce que là, on va vers des catastrophes, si vous voulez, à la fois économiques et des catastrophes sanitaires. Parce que l'industrialisation de l'agriculture, je ne sais pas vous donner tout le temps, conduit à des effets délétères sur la santé humaine. Délétères. Donc vous voyez que ce dont nous avons besoin, c'est d'approfondir la critique du modèle économique dominant et d'en retenir les aspects les plus criants pour sortir de cette dynamique-là et inventer une voie nouvelle que l'on peut envisager et qui existe en partie dans des discussions ou dans des projets actuels. Et là, j'étais encore d'accord avec des types 2 ou 3 à dire attention, les gens sont en marche, on a en marche au sens de. Ils sont historiques et des projets, engagés dans des projets. Excusez-moi de risque de mauvaise lecture. Sont engagés dans des projets et qui sont créatifs. À nous plutôt de les rejoindre, pas eux nous rejoindre, à nous de les rejoindre, et à nous de leur apporter des éléments, on pourrait dire complémentaires, ou des espaces d'échange. C'est-à-dire des espaces d'échange, alors, là je rentre plus dans le propos de doctrine. J'ai encore une minute. Voilà. 5, oh là là, j'ai beaucoup de temps avec moi, 5 minutes, ça se ferait. C'est-à-dire des échanges, parce que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas seulement besoin d'expérience. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le fondement, c'est l'expérience, mais ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de confronter cette expérience à des éléments de doctrine qui fondent cette expérience pour lui donner un caractère intéressant, pérenne, et surtout que l'on cherche à considérer comme positif. Ce n'est pas vrai que toute expérience amène à des choses positives. Il peut y avoir des vraies catastrophes. Tout ce qui bouge n'est pas bon. Toute innovation n'est pas forcément souhaitable. Bien au contraire, malheureusement. Il y a un flou d'innovations qui sont extrêmement peu souhaitables. Donc comment voulez-vous sélectionner au sens de réinterpeller ces innovations si vous n'avez pas en même temps quelque chose qui se construit sur ce que j'appelle une doctrine. Une doctrine, c'est à la fois un ensemble de concepts qui sont des concepts opérationnels, qui donnent des perspectives d'action, c'est-à-dire des mots-clés qui nous permettent de déplacer le regard, de regarder autrement le réel, et dans ce regard différent du réel, envisager des méthodologies d'action qui y correspondent. Il y a besoin de doctrine et pas seulement d'expérience. De ce point de vue, j'ai entendu, j'étais un peu court, j'étais pris un peu par des questions professionnelles, mais dans l'atelier dans lequel j'étais sur les régions, l'expression bonne pratique. Mais non, bonne pratique, on n'y est pas du tout. Absolument pas. Les bonnes pratiques sont absolument pas transférables. C'est une catastrophe quand on cherche à appliquer une bonne pratique qu'on a vue ailleurs. C'est pas un problème d'observation des bonnes pratiques, c'est pas un problème de récit des bonnes pratiques. Non. Dans les pratiques, c'est-à-dire les expériences que l'on considère comme intéressantes, encore faut-il en dégager ce qui n'est pas contextuel, c'est-à-dire ce qui ressort de quelque chose de plus universel, et c'est cette problématisation du réel dans quelque chose de plus problématisé, c'est-à-dire de plus conceptualisé, qui est transférable ailleurs,
encore faut-il que dans le ailleurs se fasse le travail de recontextualisation, c'est-à-dire de remise en situation avec le jeu d'acteurs, avec les contingences territoriales spécifiques et les questions temporelles, pour que, alors, on apprend de l'expérience des autres et qu'on soit capable de cette expérience d'en faire une ressource opérationnelle. Vous voyez qu'ici, c'est tout un processus plus complexe que simplement faire une plateforme d'échange de bonnes pratiques ou faire même des échanges de bonnes pratiques. Ça demande ici un travail qui nécessite de mettre les acteurs ensemble, mais dans une posture certainement pas démagogique, mais dans une posture professionnelle de confrontation. Alors c'est pour ça que j'ai été amené de mon côté à sortir de l'université, incapable de faire ça dans l'université. Si j'avais été chez vous, peut-être que j'aurais pu le faire. En tout cas, à Paris 7, je n'ai pas été capable, à Paris d'Hydro, je n'ai pas été capable. Donc j'ai créé un laboratoire. 2 fois, on m'a supprimé mon laboratoire, puis c'est intéressant. Donc, à force d'être directeur d'un laboratoire qu'on supprime. Le dernier exemple, c'est formidable ce que vous voulez développer, vous n'êtes pas assez nombreux, donc on vous supprime. C'est formidable comme argument. Et j'ai décidé de créer un laboratoire privé, qu'on appelle un laboratoire d'intervention recherche, pour faire en sorte que les chercheurs se mettent au service des projets, pas l'inverse. Qu'ils instrumentalisent pas ce qu'ils observent pour confronter leurs théories, qui ont de théories que la dimension académique. En termes de connaissances, c'est-à-dire de connaissances que l'on est capable de remobiliser dans l'action, c'est quasi zéro. Ne vous faites pas d'illusions sur le monde des intellectuels et des chercheurs. Il est en grande dégradation, il est en grand périssement, c'est terrible de le dire. Parce que justement, cette confrontation réelle n'est pas construite. On a besoin de ce point de vue de club, on a besoin d'organisations comme celle-ci, quoique il manque quand même quelques porteurs de projets, mais c'est la loi du genre, parce que c'est difficile de le faire comme on fait ici, même si certains sont très liés à des projets, moi-même, et à d'autres. Donc, il y a besoin aussi de créer des espaces de confrontation ensemble. On est dans un débat, quoi, plutôt dans une dynamique où des villes pilotes, et d'ailleurs vous allez en faire partie, c'est peut-être une annonce, c'est-à-dire que, soutenu par l'ADEME et par le commissaire général à l'égalité des territoires, nous avons organisé avec le maire de Los Angeles, Jean-François Caron, qui est un de mes amis de très longue date et collègues, une dynamique dans l'institut que je préside, qui s'appelle Ville Vert et territoire pilote de la transition, c'est-à-dire des espaces qui vont s'appuyer d'abord sur l'expérience de ces territoires et en même temps moyen de les confronter à partir des référentiels pour nous servir dans une capacité d'action qui est alors située. Bon, merci Christine. Merci bien, Christian. D'accord. Il y a 2 éléments que je retiens, parce qu'il faut faire le choix. 2 éléments que je retiens, parce qu'à chaque fois, je trouve que ça allonge la liste qu'on pourra avoir pour penser la transition. La première chose, c'est quand tu as dit qu'il faut inventer une voie nouvelle et insister sur le pouvoir d'action des gens. Je trouve que ça fait bien sûr, il faudrait développer et avoir plus de temps, mais ça fait un petit peu écho avec le débat qu'il y a eu sur comment vous appelez, les acteurs agissants tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et je trouve que là, c'est un point intéressant à relever. Le deuxième, c'est aussi quand tu es parti sur l'expérience en disant d'accord, l'expérience, certes, mais ça ne suffit pas. Je trouve qu'il y a un point qui est important, alors ça introduit un nouveau concept qui est l'évaluation, qui manque. Avec la prospective, enfin moi j'ai toujours, en temps, quand je travaillais avec Thierry Godin, c'est qu'on était un centre de prospective et d'évaluation. Et les deux étaient connectés. Et je trouve que c'est important. Parce que l'évaluation permet aussi ensuite d'avancer dans un modèle de construction conceptuelle. Donc voilà, je m'arrête là parce que sinon le pauvre, il va avoir très peu de temps pour intervenir. Et donc pour l'introduire, ce que je lui ai demandé, à chaque fois, mais je suis sûre qu'il va passer un contournement, je lui ai proposé de nous dire en quoi la prospective est une démarche fort utile pour aborder ce grand changement de notre société. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire puisque nous sommes la Société française de prospective. Donc il va de soi qu'il y a aussi quand même à interpeller la prospective. Mais ce n'est pas simplement ce point-là, c'est aussi de mettre en avant le fait que la prospective est fortement interpellée aujourd'hui et comment elle peut instaurer de nouveaux rapports au pouvoir, à la connaissance, à l'action, à la pensée, et du coup, pour raccrocher à la restitution des ateliers, alors là je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, parce que j'ai entendu de promotion, mettre en avant une prospective scientifique partagée, d'accord, une
prospective mobilisatrice, et j'ai même entendu une prospective où l'État devrait être facilitateur. Moi, j'avoue que ça m'interpelle beaucoup, et je crois que eux aussi. Merci Christine. Tu es bien placé pour savoir que tout prospectiviste a une vocation pour une part d'insolence. Donc évidemment, quand j'écoutais mon voisin dont j'ai admiré le propos, j'ai pas pu m'empêcher de penser au Titanic et au capitaine à bord disant « Dansez, dansez, ne vous inquiétez pas ». Donc attention quand même au fait de produire de la joie de manière artificielle ou simplement pour endormir le client. Alors, ceci dit, je vais essayer de revenir, Christine, à la prospective et à la prospective des territoires. Pardonnez-moi si je pleure, mais j'ai lu la grande transition et l'état de la planète m'a rendu triste. Et surtout, j'ai attrapé un mauvais virus, sans doute lié à la dégradation de notre écosystème, et donc je suis un peu handicapé. Bon. Mais la grande transition est un grand livre. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic qui me paraît à mains égards très juste, sauf à dire quand même que ce diagnostic, qui est la résultante de la stratégie des pays industrialisés, et qu'on serait quand même malvenus, nous autres, petits pays industrialisés, d'interdire aux pays moins développés d'accéder aux banquets de la planète, même si entre-temps nous l'avons assez largement ruiné. Alors ceci dit, je vais revenir sur la prospective, et je le ferai d'autant plus volontiers parce que dans ce livre, vous agitez un épouvantail, celui qui a catastrophe, ou de la fin d'un monde, du monde, que sais-je, sans insister suffisamment, me semble-t-il, sur notre responsabilité en la matière, sur ce que nous pouvons faire en la matière, et en cela, vous manquez au devoir élémentaire de tout prospectiviste. Permettez-moi de revenir sur les deux volets qu'il y a dans toute démarche de prospective. Il y a un volet qui consiste à se demander que peut-il advenir. Et en général, on va partir du présent, on va essayer de repérer notre présent, ce que nous allons identifier à tort ou à travers des tendances lourdes, des tendances émergentes, ce que d'autres appellent les signaux faibles, un abondant jargon qui se renouvelle tous les ans, ce qui veut pas dire d'ailleurs que la pensée de fond se renouvelle aussi vite, des facteurs de discontinuité et de rupture, et puis on va tenter d'explorer l'éventail des possibles. On est pour moi là dans l'avenir comme territoire à explorer, j'ai envie de dire, on est dans l'anticipation. Avec d'ailleurs, dans ce travail d'anticipation, une très grande faiblesse, et je remercie Jacques Dess régulièrement de revenir sur cette question, qui est qu'on apprécie très mal la dimension temporelle. Donc on parle du futur, moi le futur je ne sais pas quand c'est, ça commence dans l'instant qui vient, ce truc-là ça peut durer longtemps. Et donc on écrase les phénomènes sur la flèche du temps sans se soucier trop des ordres de grandeur. Et souvent en sous-estimant les inerties, par exemple dans le domaine démographique, écologique, social, mais écologique, pensons simplement. Imaginons une seconde qu'on s'arrête de produire tous les gaz à effet de serre tout de suite. Et on mettra des dizaines et des dizaines d'années à évacuer, à digérer, si je puis dire, ce qu'on a déjà émis. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur cette dimension temporelle. Et puis dans d'autres cas, on surestime les changements. Et à cet égard, l'exemple qui me vient en tête, c'est grâce à vous, au Minitel, à la télématique, à tout le bavardage qui était le nôtre à la Qatar à la fin des années 60-70 sur le télétravail qui allait permettre enfin un nouveau rapport à l'espace, de nouvelles dimensions en termes de mobilité, etc. Tintin. Le télétravail commence à se développer en France depuis 2 ans selon une enquête récente de Malakoff-Médéric. 70 ans après que Norbert Wiener l'ait évoqué, plus de 60 ans après que les laboratoires Bell, en 1980, et dit, en 1990, 50% des cadres aux États-Unis travailleront chez eux. Donc, c'est une chose que d'avoir un portefeuille de technologies. C'en est une deuxième qui est de savoir à quel rythme ces technologies vont se diffuser dans le corps social, à quels vont être les facteurs freins, les facteurs moteurs. Et c'en est encore une troisième de savoir sur quels usages ces technologies vont déboucher. Et là, moi j'en veux beaucoup aux gens, je regrette que mon ami Thierry Godin soit parti,
J'en veux beaucoup aux gens qui croient à un déterminisme technologique. Je pense que les technologies se diffusent sous condition d'appropriation sociale, sous condition économique, etc. Et que c'est bien notre responsabilité, surtout face à des technologies qui sont de plus en plus ambivalentes, de veiller au fait qu'elles ne soient pas utilisées à de mauvaises fins et qu'elles soient utilisées à de meilleures fins. Ça nous renvoie de nouveau à des questions d'éthique. Mais j'en reviens, je passe là sur la dimension du temps, mais c'est fondamental à mes yeux. Cette anticipation, oui Christine, elle est indispensable. Elle est indispensable pourquoi? Parce que sans anticipation, on passe notre temps à gérer les urgences. Et face aux urgences, nos marges de main-d'œuvre sont extrêmement limitées, l'incendie est déclaré. Ceux qui ont vocation à être des stratèges, c'est-à-dire vous tous, nous tous, ceux qui ont vocation à être des stratèges sont transformés en pompiers. Donc l'anticipation pour moi est la condition même de notre liberté et de notre pouvoir pour réfléchir le cours des événements. Et ça, je crois qu'il faut y insister très fortement. Alors maintenant, à quoi bon cette anticipation? Sinon, anticiper, à essayer d'anticiper des enjeux à court, moyen, long terme. Il faut nous conduire à une deuxième question. Face à ces enjeux, qu'allons-nous faire? Que voulons-nous faire? Et incidemment, il y a été question plusieurs fois cet après-midi du souhaitable. Attention, le souhaitable n'est pas le même pour tout le monde. Le souhaitable est le résultat d'un choix en termes de valeurs, un choix en termes idéologiques, un choix en termes politiques, au sens le plus noble du terme. Alors voyons un peu ce qu'il en est sur l'environnement. Moi j'ai eu la chance de participer à la première conférence mondiale de l'environnement à Stockholm en 1972. Voici donc 50 ans qu'on s'alarme, on multiplie les palabres, on signe des accords, on signe des conventions. Il faut être ancien qui la plupart du temps reste lettre morte. Les États seraient-ils devenus trop petits pour les grands problèmes, trop grands pour les petits problèmes, comme l'avait analysé Daniel Bell? Sont-ils trop éloignés des réalités, trop esclaves d'une manière unique de voir, d'une manière désuète d'agir? Alors moi, je me replonge dans les classiques, et pour moi, le premier auteur à faire de la prospective politique, parce que la prospective, elle est politique. C'est Tocqueville, disant la force collective des citoyens sera toujours plus puissante pour produire le bien-être social que l'autorité d'un gouvernement. Alors assistons-nous aujourd'hui à un retournement extraordinaire, agir ici, maintenant, penser global et agir local, retour au territoire, abandonnons l'État, et c'est l'heure. Et là, je suis au cœur de la prospective territoriale. Mais ça veut dire quoi quand on dit prospective territoriale? Ça veut dire qu'on va raisonner sur les territoires, avec leurs spécificités, leurs propres atouts, leurs propres handicaps. Et quand on dit territoire, il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'on est confronté à un vrai problème, parce que les périmètres et les échelles sont incertains, les frontières sont poreuses, s'enchevêtrent à différents niveaux, différents espaces. Si on est encore dans une vieille monarchie comme en France, il y a fort à parier qu'à chacun de ces niveaux, il y a des barons, plus souvent enclins à ériger des forteresses autour de leur territoire, qu'à développer des synergies positives. Donc tout reste à faire. Tout reste à faire pour essayer à tous les niveaux de multiplier les initiatives, de créer des synergies, sans attendre que la Providence résolve les problèmes qui ont été mis en évidence dans notre ouvrage, sans attendre qu'un gourou, au diable les gourous, ne vous assure vouloir prendre votre avenir en main. Et c'est ça l'enjeu de la prospective, c'est de dire, nous avons tous une part de liberté, une part de responsabilité pour engager des actions afin d'éviter ce qui nous apparaît néfaste et promouvoir des avenirs souhaitables. Alors, moi, mon expérience de la prospective des territoires, et j'ai presque envie de terminer par là, c'est de dire que dans beaucoup de territoires, quand j'arrivais autrefois, on me disait ah, ça va mal, c'est à cause de Paris, c'est à cause de Bruxelles, c'est à cause de la mondialisation, des Chinois. Eh bien non. En vérité, l'avenir des territoires dépend beaucoup moins qu'on l'imagine des facteurs externes, beaucoup plus qu'on l'imagine des facteurs internes, à commencer par la capacité des femmes et des hommes à se mobiliser autour d'une vision partagée d'un avenir souhaitable. C'est ce que moi j'appelle un projet. On peut l'appeler autrement si vous voulez, une vision.
une vision qui nous engage, finalement, j'y reviendrai si me reste des minutes. N'attendons pas dans ces territoires des miracles, des nouvelles technologies. Mais voyons en revanche dans ces territoires qu'il y a une multitude d'initiatives locales, porteuses d'avenir, qui ne vont pas, qu'on ne va pas transplanter comme ça d'un territoire à un autre, indifféremment de ses spécificités. Il y a, pour le dire autrement, il n'y a pas de territoire condamné. On est dans c'est qu'il n'y a pas de territoire condamné. Il y a des territoires qui sont sans projet, sans femmes et sans hommes pour les porter. Et là où il y a en revanche des projets mobilisant les énergies et les bonnes volontés des acteurs, la différence se ressent aussitôt en matière d'activité, en matière d'emploi, d'environnement, de qualité de vie, de solidarité collective. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que d'un territoire à l'autre en France, et ceci vaut aussi au niveau européen, quelle que soit la politique du gouvernement, quel que soit le contexte européen et mondial, il y a des territoires qui s'écroulent, il y a des territoires qui se développent. Donc la balle est dans notre camp, la balle est dans le camp des uns et des autres. Alors on évoque volontiers à propos de ces initiatives, je sais que tu voulais que je donne des exemples, Christine. Le cas de Los Angeles, que je connais bien, qui a été déjà plusieurs fois cité cet après-midi. Le cas de la communauté de Vitré, on pourrait citer comme ça des dizaines d'exemples. Je trouve que je fais partie d'un jury, le jury du Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires, qui est délivré par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. On a eu cette année 300 dossiers, les amis. 300 dossiers, tous n'étaient pas identiquement excellents. Mais c'était extraordinaire de voir la qualité des dossiers qui sont montés. Et que disaient ces porteurs de projets? Ils disaient le plus grand service qu'on nous a rendu, c'est de nous foutre la paix. C'est de ne pas mettre des barrières dans nos roues, c'est de nous laisser faire. Alors moi je crois qu'il y a un vrai espoir là. Il y a un vrai espoir à une condition, c'est que les prospectivistes arrêtent de perdre leur temps à spéculer sur ce qui peut advenir et qui se préoccupent un tout petit peu plus de ce qu'ils peuvent faire et d'avoir une perspective ayant une dimension directement opérationnelle, pas pour dans 50 ans, mais pour aujourd'hui même. C'est là, me semble-t-il, on va retrouver la notion du temps, la notion du projet, la notion du vivre ensemble. Je terminerai par deux citations que moi j'aime beaucoup. Non, je ne terminerai pas exactement parce que j'ai quand même une question qui me turlupine et que j'aimerais bien vous poser. Il y a deux citations que j'aime beaucoup, celle du Sphinx. Injonction. Invente ou je te dévore. Vous êtes au bord du précipice. Alors est-ce que vous allez attendre que je ne sais qui vous repêche? Allez-vous sauter? Ou est-ce que vous inventez? Inventez. Et soyez les acteurs du changement que vous voulez voir advenir dans le monde. C'est l'envie. C'est pas mal non plus. Alors maintenant, la question qui me turlupine, c'est comment on fait dans un débat local pour que ce débat local soit pas pipé par les problèmes immédiats. Pour que l'opinion des gens ne soit pas uniquement le fruit de leurs amertumes, de leurs aspirations, de leurs frustrations de l'instant. Comment on fait pour réussir dans ces assemblées à taille humaine à produire des choses qui ont du sens dans la durée? Parce que, pardon, et je ne crois pas qu'on puisse revoir les projets tous les 5 ans ou tous les ans indéfiniment. Quand vous coulez du béton, quand vous développez certaines aptitudes chez les jeunes, tout ça c'est des trucs, vous y engagez l'avenir pour des décennies. Vous n'allez pas détruire les bâtiments tous les 5 ans. À moins que, évidemment, il me dira, si vous avez de l'argent, vous pouvez le faire. Mais vous n'aurez pas autant qu'il le dit. Alors, il y a nécessairement des choix qu'il faudra faire, qui engageront la collectivité dans la durée, et sur lesquels vous ne pourrez pas indéfiniment revenir, et donc qui impliqueront de votre part une prise de risque. Et comment on fait pour orchestrer cette prise de risque inhérente à l'élaboration de projets à long terme dans les territoires? Là, j'attends de vous une réponse. Je me tourne vers Jean-Éric. Est-ce qu'on a un petit peu de temps d'échange avec la salle? Encore un petit peu ou pas? Parce que pas mort sur la table ronde. Parce que
Je propose 5 minutes d'échange, Ouais, parce que la table ronde suivante doit pouvoir intervenir Ouais, avant le temps de... voilà, juste qu'on boucle au niveau des intervenants et puis ensuite on enchaîne sur la table ronde sur les institutions, éventuellement sur un débat après. Pour les intervenants, Ouais, non, mais il y avait aussi l'interpellation autour de ça, parce que là, lui vient de terminer son. Alors, je propose, voilà, sur les intervenants, Ouais. 2-3 minutes. enfin, chacun va dire. D'accord. Ok, merci. Donc, avant de passer à la session suivante, juste pour garder un peu près, que je me suis prise tout d'un coup en marchant, deux mots par rapport, deux réactions par rapport, ou deux apports par rapport à ton intervention. Le premier, je te remercie d'avoir rappelé l'importance, dans un exercice de prospective, du rapport au temps, de la temporalité. Ça, je te remercie, parce que c'est fondamental quand on se lance une démarche prospective. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand tu as tourné ton propos autour du territoire, c'est en fait, je trouve que, alors que peut-être on a trop tendance à penser le territoire au regard des institutions qui finalement organisent ce territoire. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le plus important, c'est les hommes qui sont dedans. Et c'est redonner effectivement du sens aux hommes qui sont dans ce territoire et qui vont d'une certaine manière le structurer et l'amener aussi à se repenser. Donc moi, je trouve que ces deux éléments très importants. Et maintenant, je vais vous demander, vous trois, peut-être si tu veux rajouter quelque chose, pour vous, c'est quoi la prospective ou comment vous pourriez, c'est difficile, de la définir en une phrase. D'accord? Alors, Pierre. En une phrase, je crois que d'abord, je ne me prends pas pour un prospectiviste, d'ailleurs, pas pour un philosophe, mais la prospective, pour moi, c'est effectivement une dynamique qui doit être profondément coélaborative, qui s'oppose, je crois, de fond aux démarches planifiées, programmatiques. Voilà, j'ai entendu ça très fort, je suis très d'accord avec ça. Moi, je suis stupéfait de voir le ministère qui débarque 4 fois par an chez moi en disant « Votre modèle est extraordinaire, comment on pourrait le transposer ?» le répliquer, la boîte à outils. Alors ça là-dessus, je crois que c'est quelque chose sur lequel on s'entend. Bon, la petite chose que je dirais à Hugues, c'est que franchement, je ne suis pas dans la joie naïve des joueurs de violon sur le Voilà. Ce que je condamne, c'est ceux qui disent vous êtes au bord du ravin, je me bouffe, mais de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas tomber dedans et tu vas crever. Alors ça, je dis, c'est démobilisateur. Par contre, sur tout ce que vous avez décrit, j'appelle ça de la joie, tout simplement. Caron, quand vous discutez avec lui, il est terriblement joyeux. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, vive la joie. Alors, Christian, et puis après Denis. Sur la question de la prospective, je pense que ce que dit Hugues, c'est-à-dire la capacité d'être aussi dans le présent et de repérer dans le présent ce que l'on pense être souhaitable pour devenir par une dimension importante de la prospective, une posture de prospective. Moi-même, je suis un prospectiviste, mais c'est vrai que j'aime bien travailler dans cette démarche-là. Je travaille avec certaines personnes qui se réclament directement de la prospective. Alors, être dans le présent, qu'est-ce que c'est du point de vue du territoire? Je pense qu'il y a deux choses qui sont tout à fait les mêmes. Il y a le territoire dont l'initiative vient de groupes institués, de collectivités territoriales, de communautés d'agglos ou autres. Et puis les territoires qui relèvent d'un processus dans lequel les acteurs sont engagés de manière située. Et vous avez cité, on a pas mal cité le Sangwell. Bon, je travaille avec Jean-François Carle maintenant depuis 1993, je crois, quelques années. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ce matin indiqué la question où quelqu'un a cité l'alimentaire. Mais le projet alimentaire, il n'y a pas de noces, c'est ça qui est intéressant. Il vient de Druic, c'est-à-dire de la Côte d'Opale, qui est à côté, et c'est après que, dans un deuxième temps, et donc, en fait, le projet alimentaire, l'initiative ne vient pas de la collectivité territoriale comme acteur principal, il vient d'un ensemble d'acteurs, qui est des jardins de cocagne, c'est-à-dire des entreprises d'insertion qui se sont développées à Audouic, qui, à travers leur démarche, ont commencé à développer ce qu'ils appellent l'affaire multiservice, qui a ensuite donné des services auprès de ce qu'ils appellent les mangeurs, c'est-à-dire des habitants, et qui ensuite a été analysé par le Sangwell, puis ensuite intégré dans une démarche qui n'a pas reproduit. Alors je dis ça pourquoi? Parce que faites attention, le territoire, c'est pas simplement un territoire institué, même s'il a son importance, mais il y a des tas de projets qui viennent de systèmes d'acteurs. Alors après, comment ça passe d'un territoire à un autre? Ça c'est absolument passionnant. C'est peut-être une autre séance qu'on pourrait faire entre nous. Et
Et moi, je pense que le système d'acteurs, il se mobilise par rapport à ce que j'appelle les grandes fonctionnalités de la vie. C'est-à-dire des choses qui nous enthousiasment au sens de la joie dont tu parlais, c'est-à-dire qui véhiculent chez nous quelque chose de très profond, comme par exemple le bien-vivre alimentaire, comme par exemple l'aspiration à la culture, comme par exemple l'aspiration à une mobilité qui est une mobilité de découverte de l'autre. Vous voyez, comme par exemple la question de la santé et la préservation de la santé, mais la santé pas au regard de ce qui se dégrade, la santé comme mouvement de vie. Là, vous avez des grandes fonctionnalités de la vie, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont des grands ressorts sur lesquels on peut retrouver des énergies d'entrepreneurial, des énergies citoyennes et des énergies des collectivités, mais vous voyez, à travers des médiations qui, je le trouve aussi, doivent nous enthousiasmer, c'est-à-dire nous porter dans la durée, ce qui passe par la promotion de la coopération, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait développer, et la reconnaissance de ces engagements. Lors du discours du Nobel en décembre 1957, Albert Camus disait « Toute génération pense qu'elle est vouée à refaire le monde. La nôtre ne le refera pas. Sa tâche sera d'éviter qu'il se défasse. » 1957. Moi, ça m'impressionne. Parce que, bon, il faut voir qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose qu'on n'a jamais connu, à des risques qu'on appelle transcendants, hein, définis par Peck, assez bien, à l'échelle mondiale, irréversibles et incalculables. Bon, donc c'est pas pour vous glacer le sang, vous connaissez ma vision des choses, c'est simplement pour se dire qu'il y a une responsabilité considérable. Bien sûr qu'on a à traiter les problèmes à l'échelle des territoires, et c'est ça qui est crucial. On n'a pas d'attendre de traiter les problèmes à l'échelle mondiale pour commencer chez soi. Mais en être conscient quand même. Donc comme la question est de donner une définition de la prospective, pour une fois je passe en dernier, j'ai eu le temps de la préparer. Pour moi je dirais que c'est l'art, j'aime bien la précision donnée par Hugues quand il dit c'est pas une science, c'est un art. L'art de contribuer à choisir le souhaitable dans un éventail de possibles en incluant ceux que l'on n'aimerait pas voir advenir. Vous voyez, il y a un devoir de lucidité. Hein. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Lucas. C'est du Proust, hein. C'est un peu long. Salut, la prochaine fois. Très bien, merci beaucoup.